Je vais essayer de vous montrer les liens et comment ça peut nous aider à développer des facteurs protecteurs et à améliorer la santé mentale. Alors, si ça veut bien avancer. Premier élément, souvent quand on parle du mot gratitude, on pense au mot merci, puisque c'est ça qu'on nous apprend quand on est enfant, on nous apprend à dire merci, et donc on associe la gratitude au mot merci. Mais en fait, la gratitude est bien plus que ce mot de politesse, qui est aussi qui a son importance, bien sûr, au niveau des relations sociales. Mais la gratitude recouvre plutôt ce qui se passe à l'intérieur de la personne lorsqu'elle dit merci, lorsque c'est un merci sincère. Et ça se distingue notamment du sentiment de dette, puisque parfois, lorsqu'on dit merci, ben, c'est parce qu'on se sent redevable par rapport à autrui. Mais la gratitude va générer un autre mouvement et d'autres effets que je vais vous détailler. Alors, lorsqu'on parle de sentiment de gratitude et de sentiment de dette, ce qu'on constate, c'est que le sentiment de dette va plutôt générer un évitement de la personne qui nous a aidé ou qui nous a offert quelque chose. Donc, le sentiment de dette a plutôt tendance à isoler, à générer un évitement social, tandis que le sentiment de gratitude, c'est plutôt un élan vers l'autre. On va chercher un rapprochement de l'autre, on va chercher à s'intéresser davantage à l'autre et à lui venir en aide. Donc, c'est vraiment deux mouvements très différents. Alors, parfois, on peut avoir un peu de sentiment de dette et un peu de sentiment de gratitude. Ça peut se mêler. Et cela dépend notamment de la culture. Donc, il y a des cultures où on est éduqué à éprouver davantage un sentiment de dette, notamment les cultures asiatiques, donc notamment en Chine, au Japon, on apprend aux enfants dès le plus jeune âge que lorsque une personne vient les aider ou une personne leur fait un don, elles doivent rendre l'appareil, voire plus. Et donc c'est plutôt un fardeau quand quelqu'un vient vous aider, tandis que dans d'autres cultures, on apprend plutôt à dire merci, à reconnaître les efforts de l'autre, mais plutôt avec une émotion de joie et de surprise. Et donc ça, c'est davantage l'émotion de gratitude qui va donc générer ensuite davantage de comportements altruistes. Le degré de gratitude ou de dette va aussi dépendre des attentes d'autrui. Plus on attend que l'autre nous dise merci, moins on va éprouver l'émotion de gratitude. Et donc, c'est important. Moi, je travaille beaucoup avec des parents, donc sur la question de la parentalité et de l'éducation. Et il faut bien avoir conscience que éduquer à la politesse, c'est une chose. Donc, apprendre à dire merci, c'est important. Mais cultiver la gratitude, cette émotion qui est plutôt un élan de joie et d'une envie de partage, ça c'est plutôt la gratitude qu'on cultive d'une autre manière, non pas en attendant que l'enfant dise merci, mais en faisant des pratiques que je vais vous présenter par la suite. Alors, la gratitude nécessite un certain nombre de conditions préalables. La première condition, c'est l'attention. Si on ne perçoit pas que l'autre a fait un effort, ben, on a plus de difficultés, bien sûr, à éprouver de la gratitude et à l'exprimer. Une deuxième dimension qui est importante, c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre et à repérer les efforts qu'il a fait, les intentions positives qu'il a eues envers nous. Et donc ça va permettre de générer une émotion de gratitude. Un troisième aspect qui est important, c'est la capacité à identifier et à accepter les émotions. Parfois, les émotions sont moins agréables et parfois la gratitude s'accompagne aussi d'émotions moins agréables comme la nostalgie, la tristesse d'avoir perdu un être cher, même si on éprouve de la gratitude envers cette personne. Et donc, certains individus préfèrent ne pas rester connectés à leurs émotions et donc vont laisser passer aussi, laisser de côté les émotions de gratitude et auront moins tendance à les exprimer. Une quatrième condition importante, c'est la question de l'humilité, parce que finalement, lorsqu'on éprouve de la gratitude et lorsqu'on l'exprime, quelque part, on accepte une forme d'interdépendance. Sans l'autre, les choses auraient été plus compliquées, sans l'autre, la vie serait plus difficile, et quelque part, l'autre est venu nous aider à un endroit où peut-être on manquait de compétences, on manquait d'habileté, on manquait d'énergie. Donc, ça implique une forme d'humilité où on reconnaît à l'autre ce soutien important qu'il a eu envers nous. La gratitude, c'est une émotion dite complexe, c'est-à-dire on a un peu du mal à la définir. Elle est un peu un mélange de plusieurs émotions, la joie, la surprise, l'émerveillement.
Et plus on a cet effet de surprise et d'émerveillement, plus ça va générer une joie, mais c'est pas une joie individualiste, c'est souvent une joie qui a envie de s'extérioriser, d'être partagée avec autrui. Et cette émotion peut être éprouvée soit envers une personne, donc ce qu'on appelle la gratitude interpersonnelle, soit envers une entité qui dépasse les humains, donc ça peut être la nature, envers la vie, envers Dieu, voilà, selon les croyances qu'on a, on va avoir cette gratitude qui peut s'exprimer envers des entités, donc qui ne sont pas des individus. Juste pour vous donner un petit exemple de ces deux types de gratitude, un jour je devais me rendre à Paris pour une conférence à l'UNESCO et je sortais d'une réunion un peu en retard et donc je suis arrivée très en retard à la gare avec ma voiture et j'ai essayé de trouver une place de parking et puis juste à ce moment-là je vois une place qui se libère et je m'apprête à me garer. En fait, une autre voiture était là avant moi et donc je devais lui laisser la place, mais en fait, le jeune homme m'a dit non, non, allez-y. Donc là, j'ai éprouvé de la gratitude envers cette personne qui n'avait aucune raison en fait de me laisser cette place, ne savait pas que j'avais une conférence importante, mais simplement il m'a offert cette possibilité de ne pas rater mon train. Donc j'ai garé la voiture, ensuite j'ai couru jusqu'à la gare et quand je suis arrivée à la gare, j'ai vu sur l'horloge que c'était pile l'heure où le train allait partir et que je n'aurais jamais le temps d'arriver jusqu'au quai du train. Et à ce moment-là, dans le haut-parleur de la gare, j'entends, en raison d'un problème d'acheminement de personnel, le train pour Paris aura 10 minutes de retard. Et donc là, j'ai éprouvé la gratitude envers la vie, puisqu'évidemment, cette personne de la gare ne me connaissait pas et ne savait pas que j'allais rater mon train. Mais donc, c'était une forme de gratitude auto-transcendante, donc qui dépasse l'humain. Aujourd'hui, on entend beaucoup de plaintes par rapport au manque d'expression de gratitude. Alors moi, je travaille à la fois dans le champ de la parentalité, mais aussi beaucoup en éducation, donc avec les enseignants. Et ce que nous expriment les parents souvent, c'est qu'ils sont très touchés, très affectés par le manque de gratitude des enfants. Alors ils mettent ça parfois sur le compte des enfants rois. En tout cas, ils souffrent de ce manque d'expression de gratitude. Les parents ont l'impression de tout faire pour leurs enfants et en retour, les enfants veulent toujours plus, toujours autre chose et n'expriment que rarement de la gratitude. Donc ça, c'est beaucoup de retours qu'on a du terrain. Et on a un peu la même chose dans le champ de l'éducation scolaire, où les enseignants nous disent, de plus en plus, ils sont face à des élèves qu'ils appellent des élèves clients, qui viennent se servir. Non, ça j'ai pas envie, alors je le fais pas. Et puis si l'enseignant insiste, l'élève dit, moi je vais le dire à mes parents et tu verras. Et donc les enseignants sont un peu démunis par rapport à cette situation. Et ils expriment aussi une grande souffrance au travail par rapport au fait qu'il n'y a pas non plus de reconnaissance de la hiérarchie. Donc, lorsqu'il y a une inspection, c'est plutôt pour leur dire ce qui ne va pas. Donc, ils se retrouvent dans un métier qui est pourtant un métier de vocation, un métier qu'ils ont fait par désir de transmettre et se retrouvent avec des situations où il y a très peu d'expression de gratitude en retour. Et c'est un phénomène qui a été décrit récemment par Leah Waiters, qui s'appelle le trouble de déficit de reconnaissance au travail. Donc c'est un trouble qu'elle a nommé comme ça pour montrer à quel point dans les organisations, quelles que soient les entreprises, il y a ce sentiment de manque de reconnaissance, de manque d'expression, de gratitude, qui est une grande source de souffrance. Alors on a essayé de comprendre d'où vient ce manque d'expression de gratitude aujourd'hui. Une première explication qui concerne notamment les États-Unis, où il y a eu des travaux sur la Me Generation, c'est-à-dire on a considéré que la génération des jeunes qui aujourd'hui sont en recherche d'emploi sont des jeunes qui sont davantage autocentrés, avec des traits de narcissisme plus importants que par le passé, et que effectivement les personnes qui ont cette tendance narcissique sont des personnes moins empathiques, et donc il y a plus de difficultés à repérer les efforts d'autrui, à repérer les intentions positives d'autrui, et lorsque quelqu'un vous aide ou lorsque quelqu'un vous fait un don, c'est normal puisque vous êtes une personne importante, et donc il y a moins d'émotions de gratitude, donc moins de partage de cette émotion. Une autre explication possible, c'est on vit dans une société où l'on valorise beaucoup la critique négative.
Par exemple, dans une expérimentation, il avait été demandé à des étudiants de noter l'intelligence de personnes qui avaient écrit des critiques de livres. Donc, il y avait des critiques de livres positives ou des critiques de livres négatives. Alors, c'était des critiques fictives qui avaient été rédigées par les chercheurs. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que une majorité d'étudiants avaient considéré que les personnes qui faisaient des critiques négatives étaient des personnes plus intelligentes, donc il y avait un QI plus élevé que les autres. Et on le constate aussi dans les réunions de travail, bien sûr, les personnes qui apportent un avis critique sur la situation ou qui critiquent une présentation ou un collègue, et tout de suite, ils ont l'air plus intelligents. On se dit, ah ben oui, il a des choses à dire, il est probablement plus intelligent que nous. Donc, il y a cette valorisation de la critique négative qui fait qu'on a une tendance plus forte à repérer ce qui ne va pas, plutôt qu'à repérer ce qui fonctionne bien, ce qui va bien, les intentions positives. Une troisième explication possible, c'est que jusqu'à présent, même si c'est en train de changer aujourd'hui, on ne développait pas consciemment les compétences émotionnelles. Ça ne faisait pas partie des programmes scolaires, ce n'était pas fait de manière organisée non plus dans les familles. Donc, parfois, bien sûr, on évolue dans des contextes, on développe ses compétences, on apprend à bien identifier ses émotions, à les distinguer des sensations, mais dans certaines familles, il n'y a pas du tout ce type d'entraînement et dans certains milieux scolaires non plus. Donc, il peut y avoir un déficit de compétences émotionnelles, ce qui fait que la personne a des difficultés à identifier ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, à distinguer les sensations des émotions et donc à exprimer simplement ses émotions. Donc, ces compétences émotionnelles et relationnelles contribuent fortement à partager cette émotion de gratitude et à générer des effets positifs de cette émotion. Et donc, on a beaucoup d'espoir aujourd'hui puisque tout le champ de la prévention et de la promotion de la santé mentale est orienté vers le développement des compétences psychosociales, en particulier les compétences émotionnelles et relationnelles. Donc, on pense que peut-être cette expression des émotions et notamment de la gratitude va changer à l'avenir. Alors, au travail, en famille, qu'est-ce qui permet d'expliquer aussi le manque d'expression de gratitude? C'est simplement l'habitude. Par exemple, si vous êtes avec un nouveau conjoint et qu'il vous prépare tous les matins un bon café, un bon petit déjeuner, au début, vous allez lui dire merci, vous allez être touché par cette intention. Et puis, petit à petit, vous vous habituez, ça devient normal. Donc, vous n'éprouvez plus de gratitude et vous ne l'exprimez plus. Et le jour où, par hasard, il oublie de vous faire le café ou le petit déjeuner, alors vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et donc, souvent, on se retrouve finalement à valoriser très peu les choses positives du quotidien, mais à repérer tout de suite ce qui ne va pas. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique. On s'adapte à ce qui est plaisant, à ce qui est agréable. Aussi, au travail ou en famille, on entend souvent que les personnes ont le sentiment de faire plus que les autres. On a toujours l'impression qu'on fait plus de travail que les autres. Et donc, quand enfin quelqu'un met la table ou débarrasse la table, on ne va pas en plus lui dire merci parce que c'est pas trop tôt. Et donc, on a une plus de difficulté finalement à exprimer cette émotion de gratitude envers des proches ou envers des collaborateurs qu'on voit tous les jours. Dans certains contextes, en contexte familial ou professionnel, pour certaines personnes, c'est difficile d'exprimer des émotions. On n'est pas à l'aise pour exprimer des émotions, ce qui complique bien sûr la diffusion de l'expression de la gratitude. Au travail, en famille un peu moins, mais au travail, ce qui remonte, ce qui ressort souvent des équipes, c'est que les managers ont de la difficulté à exprimer de la gratitude envers leurs collaborateurs du fait d'un problème de dissymétrie. Ils ont l'impression que, comme justement la gratitude nous met plutôt en posture d'humilité, c'est compliqué si on est le supérieur hiérarchique de se retrouver dans cette posture. Donc, il y a eu des expérimentations pour essayer de contrebalancer ce phénomène où du coup on propose aux dirigeants ou aux managers non pas de l'exprimer de vive voix pour ceux pour qui c'est difficile, mais peuvent très bien l'exprimer à travers un tableau de gratitude donc, qui figure sur le lieu de travail. Et donc chacun peut aller écrire ou mettre des post-it avec des mots de gratitude. Et donc ça permet de faire mieux circuler cette émotion et cette reconnaissance au travail dans des contextes où c'est difficile de l'exprimer.
Par exemple, certains managers aussi nous ont exprimé la peur d'une demande en échange. Si vous dites merci, alors c'est que vous valorisez le travail qui a été fait et donc la personne va s'attendre à recevoir plus de salaire, une augmentation, une promotion. Et donc voilà, il y a des entreprises où ils ont peur d'exprimer la gratitude pour ces raisons-là. Donc c'est encore un terrain qui est délicat, on va dire, par rapport à comment cultiver la gratitude, comment partager davantage cette émotion. Tandis qu'en éducation, les enseignants et dans les familles aussi, les parents se saisissent beaucoup de ces pratiques et rapportent vraiment des bénéfices très intéressants que je vais détailler par la suite. Alors, les effets de l'expression de la gratitude, donc le simple fait de dire merci à une personne, a bien sûr des effets sur le bien-être d'autrui, puisqu'il se sent reconnu et ça va augmenter son sentiment d'utilité sociale, donc ce qui est associé à plus de sens à la vie, à plus de satisfaction par rapport à sa vie. Donc, ça permet de contribuer au bien-être des personnes à qui on l'exprime. D'autre part, ça va avoir un effet renforçateur. Donc, la personne qui vous a aidé ou qui vous a fait un don, lorsque vous la remerciez, ça lui donne envie de continuer. Donc, de refaire la même chose avec vous, mais aussi avec d'autres personnes. Par ailleurs, ça améliore la qualité de la relation. Donc, lorsqu'on dit merci à quelqu'un, ça génère un sentiment de confiance mutuelle, un intérêt réciproque. On a tendance à poser plus de questions personnelles, à vraiment avoir une attitude bienveillante envers l'autre et à coopérer davantage. Donc, c'est vraiment une émotion qui va générer davantage d'orientation vers autrui et moins d'orientation vers soi, donc moins de narcissisme. Par ailleurs, la gratitude n'augmente pas seulement le bien-être de celui à qui on l'exprime, mais aussi le bien-être de celui qui l'éprouve. Et ça augmente aussi ses comportements altruistes. Donc, quand vous éprouvez de la gratitude, vous avez vous-même plus tendance à être altruiste, à être coopératif, même envers des personnes qui n'ont pas de lien direct avec cette interaction. Donc, par exemple, quelqu'un vient vous aider plus tard dans la journée. Si vous avez éprouvé l'émotion de gratitude, vous avez plus de chances de venir en aide à d'autres personnes que vous allez rencontrer. Les effets de la gratitude sur la personne qui éprouve la gratitude, en fait, ça va agir sur les 3 dimensions du bien-être, telles que définies par l'OMS, donc le bien-être physique, mental et social, à travers différentes dimensions, telles que la satisfaction par rapport à la vie, la vitalité, la qualité du lien social, un regard optimiste par rapport à l'avenir. Donc, la première expérimentation, en fait, qui avait été faite, était proposée donc par Emmons et McCullough aux États-Unis, où ils avaient proposé un entraînement attentionnel pour être davantage orienté vers les gestes du quotidien qui génèrent l'émotion de gratitude. Donc, ils avaient proposé à des groupes d'étudiants, donc il y avait un premier groupe qui pratiquait le journal de gratitude, c'est-à-dire que chaque soir, on demandait aux personnes de noter jusqu'à 5 choses pour lesquelles elles éprouvaient de la gratitude. Donc, la consigne exacte, je vous l'ai mise sur la présentation. Il existe beaucoup de choses, petites ou grandes, pour lesquelles nous pouvons éprouver de la gratitude. Prenez un temps pour repenser à la journée qui vient de s'écouler et notez jusqu'à 5 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Je vous ai écrit cette consigne parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels il faut être attentif si vous avez envie de pratiquer ou si vous avez envie de le proposer autour de vous. La première chose, c'est de vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit de petites choses du quotidien. Il ne s'agit pas d'attendre qu'il nous arrive des choses de fantastique, c'est les petites attentions ou les intentions positives que l'on repère dans son quotidien et qui, si on n'y prête pas attention, passeraient inaperçues. Donc, c'est plutôt des petites choses. Et l'objectif, c'est d'élargir notre champ attentionnel, de percevoir davantage ces choses dans notre quotidien. Donc, on va plutôt proposer d'écrire chaque chose quelque chose de différent. Non pas écrire tous les jours les mêmes choses. Ce qui était arrivé à un de mes étudiants qui avait voulu pratiquer cet exercice. Et donc, la première semaine, il avait noté donc 3 choses tous les soirs. Et puis, à la fin de la semaine, donc, moi, je leur proposais ensuite de changer de pratique, d'essayer une autre pratique qui travaille aussi sur cet entraînement attentionnel. Et l'étudiant m'avait dit non, moi je veux continuer, c'était fantastique, ça a changé ma vie, vraiment j'ai retrouvé de l'enthousiasme, etc. Et puis au bout de 3 jours, il m'a envoyé un mail en me disant mais
Madame, en fait, vous aviez raison, c'est terrible ce qui m'arrive parce que j'écris tous les jours la même chose et j'ai l'impression que ma vie ne tourne que autour de ces 3 choses et qu'il n'y a rien d'autre dans ma vie. Donc, il était un peu désespéré. Donc, l'idée n'est pas de se convaincre en répétant toujours les mêmes choses, mais plutôt de nous entraîner à percevoir des petites choses, à nous laisser surprendre par des choses qui sont devenues une habitude et qu'on ne perçoit plus. Deuxième élément qui est important dans cette consigne, c'est noter jusqu'à 5 choses. On n'est pas obligé d'en noter 5. Et en fait, il y a même des études récentes qui ont montré qu'il est préférable d'écrire une seule chose, mais de la détailler. Donc, il vaut mieux écrire 5 phrases sur une chose qui va générer de la gratitude chez vous, plutôt que d'écrire 5 phrases sur 5 choses différentes. Donc, c'est vraiment plutôt cette idée de se reconnecter à l'émotion, se reconnecter à ce moment qui a été important, à l'intention positive qui était derrière. Et ce qu'on constate par la suite, c'est que les personnes vont avoir tendance à percevoir davantage ces choses dans leur quotidien. Donc, quand vous avez noté quelque chose dans votre journal de gratitude, le lendemain, vous voyez davantage cette chose-là, et puis vous avez tendance à en percevoir d'autres, des nouvelles. Donc ça, c'est vraiment une pratique qui a été utilisée dans beaucoup de recherches et qui est comparée à un journal des tracas. Donc, on propose aux étudiants de noter jusqu'à 5 tracas qui leur sont arrivés. Donc, j'ai raté le bus, j'ai eu une mauvaise note, etc. Et puis, un troisième groupe qui est le groupe neutre, c'est-à-dire on leur dit notez 5 choses de votre choix. Donc, voilà, il y a une note un peu de tout. Et ensuite, on compare donc les effets. Au bout de 2 semaines, on constate que les personnes qui ont fait ce journal de gratitude ont des effets sur la santé physique, mentale et sociale, des effets positifs, comparé au groupe TRACA, mais aussi comparé au groupe neutre. Alors notamment, ce qui a été constaté, ce sont des effets sur la réduction des symptômes physiques communs. Donc, dans l'étude de Emmons et McCullough, ils ont montré que ça diminuait les maux de tête, maux de ventre, les rhumes, les troubles du sommeil, donc, et qu'il y avait notamment un impact sur une amélioration du fonctionnement immunitaire. Dans d'autres études, notamment de Barbara Fredrickson, ils ont montré qu'il y avait des effets, des émotions positives sur la réduction des effets délétères du stress chronique ou du stress aigu, donc en fait une récupération plus rapide grâce aux émotions positives. Au niveau de la santé mentale, les effets de ce type de pratique sont une réduction des symptômes anxieux et dépressifs, une amélioration de la satisfaction par rapport à la vie, et des effets à long terme que je vais détailler ensuite. Mais ce qui est important à retenir, c'est que cette capacité à réorienter l'attention vers les dimensions positives ou satisfaisantes du quotidien va générer un regard différent sur son quotidien, donc va augmenter la satisfaction par rapport à la vie. C'est-à-dire que si en fin de journée, comme on le fait habituellement, vous remémorez surtout ce qui s'est mal passé, la critique que vous avez de votre supérieur, ce qui a été compliqué avec votre enfant, etc. Mais en général, on se couche avec toutes ces ruminations qui vont à la fois retarder l'endormissement, mais aussi générer plus de tension, plus d'anxiété. Là, à l'inverse, on propose la pratique de ce journal qui va du coup nous donner une toute autre impression de cette fin de journée avec une augmentation de la satisfaction et une plus grande sérénité. Et ce qu'on constate, c'est que lorsque l'on cultive ces émotions positives, ce regard positif sur le quotidien, cela va avoir aussi des effets à plus long terme. Donc ça, c'est un modèle qui a été développé par Barbara Fredrickson, qui s'appelle Broaden and Build, c'est-à-dire élargir et construire, qui montre en fait les effets bénéfiques des émotions positives, notamment sur la capacité à résoudre des problèmes. Alors, dans cette étude qui a été faite il y a un certain nombre d'années, qui était vraiment une des premières études sur les émotions positives, ils avaient proposé à des médecins de faire un exercice pratique, une étude de cas. Donc, ils devaient identifier le diagnostic d'un patient et proposer des traitements adaptés. Et à la moitié d'entre eux, juste avant l'exercice, les chercheurs ont donné un petit cadeau pour générer une émotion de gratitude. Et à l'autre moitié, non. Et ils ont constaté que les personnes qui avaient reçu un cadeau, donc qui avaient généré une émotion positive, avaient plus de facilité à identifier le diagnostic et proposer ensuite des traitements plus adaptés et plus variés.
Et c'est vraiment cette variété qui nous intéresse, nous, dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé mentale. C'est-à-dire que les émotions positives nous aident à être plus créatifs dans notre capacité à résoudre des problèmes complexes. En fait, les émotions négatives vont nous aider à réagir de manière automatique à des situations de danger. Si vous traversez la route et que vous entendez une voiture, il ne s'agit pas de réfléchir comment je vais la prendre, comment je vais lui parler, etc. Simplement, votre cerveau va réagir immédiatement en vous faisant reculer, donc c'est un comportement automatique, alors que les émotions positives vont plutôt nous aider dans des situations plus complexes où il ne s'agit pas de réagir tout de suite, mais de prendre en compte le plus d'éléments possible. Et donc là, les recherches qui ont été faites notamment par Barbara Fredrickson montrent que les émotions positives élargissent l'empan attentionnel, on perçoit plus d'éléments dans la réalité, on a accès à plus d'éléments en mémoire, plus de diversité d'éléments, et donc on arrive à trouver des réponses plus créatives qui s'adaptent mieux aux situations que l'on rencontre. Donc ces capacités vont donc améliorer nos possibilités d'adaptation, nos possibilités de résoudre des problèmes, ce qui explique que ça va générer des facteurs protecteurs, des facteurs de prévention du mal-être pour la suite. Donc à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation difficile, où vous arrivez à générer une émotion positive pour vous aider à résoudre le problème de manière créative, vous allez développer finalement de nouvelles compétences, vous allez nouer de nouvelles relations, et tous ces facteurs vont agir en termes de facteurs protecteurs, donc de prévention du mal-être. Dernier point sur les effets de la gratitude. Donc, on a vu qu'il y avait un effet sur la santé physique, sur la santé mentale, mais aussi sur le lien social, puisque ça va encourager, ça va donner envie de cultiver la relation et ça va favoriser des relations stables et durables. Ça permet d'augmenter le soutien social, l'envie de soutenir les autres, de coopérer. Et ça permet aussi de renouer des liens après une difficulté, après un dommage, après un conflit. Alors, au-delà de cette émotion, les chercheurs se sont intéressés à une attitude qu'on a appelée l'orientation reconnaissante, c'est-à-dire une manière générale de percevoir la vie, de percevoir l'existence, qui comprend davantage d'émotions de gratitude. C'est-à-dire on éprouve la gratitude avec plus de fréquence, une intensité plus importante envers un plus grand nombre de choses différentes et envers un plus grand nombre de personnes différentes. Donc ça, ce sont les éléments qui définissent cette attitude qu'on appelle l'orientation reconnaissante et qui est fortement associée au bien-être durable. Alors, comment comprendre ces liens entre l'orientation reconnaissante et le bien-être durable? La première explication, le premier mécanisme, c'est que ça permet de contrecarrer ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est-à-dire, naturellement, notre cerveau est happé par les choses menaçantes, les choses désagréables du quotidien, en vue de s'adapter au mieux. Mais en fait, si on ne perçoit que ces choses-là, au bout d'un moment, ce n'est plus très adaptatif puisque les éléments négatifs des situations vont générer des émotions négatives, ce qui va rétrécir le champ attentionnel, donc ce qu'on appelle le rétrécissement focal de l'attention. Et donc ensuite, on ne perçoit plus que dans la réalité ce qui vient confirmer ces émotions négatives et on se retrouve un peu dans une impasse, un cercle vicieux, où plus les émotions sont négatives, plus on a le biais de négativité fort, plus on a d'émotions négatives. Donc c'est ce qui se passe notamment lorsqu'on sombre dans la dépression. À l'inverse, lorsqu'on cultive la gratitude, on va permettre d'élargir le champ intentionnel et de percevoir pas seulement les choses menaçantes, c'est important de les percevoir, sinon on ne peut pas se défendre ou se préparer, mais de percevoir aussi tout le reste de l'existence, les autres dimensions qui sont plus satisfaisantes et plus nourrissantes. Un autre mécanisme qui permet d'expliquer les liens entre la gratitude et le bien-être, c'est que c'est souvent une émotion intense. La gratitude, si vous l'expérimentez, si vous y prêtez attention, vous verrez que c'est souvent une émotion intense qui peut faire venir les larmes aux yeux quand on la partage. Et cette émotion intense va aider à engranger ces souvenirs en mémoire. Donc en fait, ça permet un encodage plus fort des expériences positives, ce qui facilite l'accès
à ses souvenirs. Donc, lorsqu'on demande aux personnes qui ont pratiqué le journal de gratitude, par exemple, quelques mois après, on leur demande de faire une liste de 10 événements de leur choix. On constate qu'elles ont tendance à noter beaucoup plus d'événements positifs que des personnes qui n'ont pas pratiqué le journal. C'est simplement qu'elles ont accès plus facilement à ces souvenirs en mémoire parce qu'elles les ont engrangés d'une manière plus forte. Un autre mécanisme qui est impliqué dans ce lien entre l'orientation reconnaissante et le bien-être, c'est que ça permet de contrecarrer ce qu'on a appelé l'adaptation hédonique, c'est-à-dire cette tendance qu'on a à s'habituer à ce qui est positif, s'habituer à ce qui est agréable et finalement ne plus le percevoir. Donc, par exemple, j'avais un collègue qui n'avait pas changé ses lunettes pendant 10 ans. Donc, c'était tout rayé, tordu, etc. Je ne sais pas bien ce qu'il voyait à travers ses lunettes. Mais un jour, il est arrivé avec une nouvelle paire de lunettes à l'université. Et là, il a redécouvert l'université où il nous disait « Oh, c'est beau ces arbres avec tous ces verres différents. » Il nous disait « Oh, sont jolis quand même ces bureaux, etc. » Et donc, nous, on redécouvrait l'université à travers son regard, ce qui a diminué l'adaptation hédonique. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'au bout de quelques jours, donc 4-5 jours, il s'était habitué. Il ne nous a plus jamais parlé de ces belles choses qu'on pouvait voir à l'université. Donc ça, c'est l'adaptation hédonique. Et lorsqu'on travaille sur des pratiques de gratitude, ça va permettre de contrecarrer cette adaptation, puisque chaque jour, l'idée est de porter un regard nouveau sur les situations qu'on rencontre et de les voir sous différentes perspectives. Un dernier mécanisme qu'on va aborder ensemble, qui permet d'expliquer le lien entre la gratitude et le bien-être, c'est que ça va diminuer la tendance à se comparer aux autres, notamment la comparaison ascendante. En général, on voit toujours chez les autres ce qui est mieux que nous. Il est plus grand, il est plus fort, il est plus beau, etc. Et on ne regarde pas ce qu'on a déjà. Et donc, la gratitude, elle génère la tendance inverse, c'est-à-dire qu'on a tendance à regarder ce qu'on a, la chance qu'on a, et donc on est moins dans des situations de frustration, d'envie. Et ça augmente aussi chez l'enfant la capacité à différer une récompense. Par exemple, souvent, lorsqu'un enfant est très impatient, par exemple, de manger un bonbon, il y a l'expérience du chamallow que vous connaissez peut-être, le marshmallow, où on demande à l'enfant, est-ce que tu préfères en manger un maintenant ou bien 2 dans 10 minutes? Et donc, les enfants, en général, vont préférer manger tout de suite le chamallow. Par exemple, quand ils pratiquent un exercice autour de la gratitude, c'est comme s'ils se sentaient davantage comblés et ils ont plus de facilité à différer une récompense, donc à attendre d'avoir 2 chamallows plutôt que 1. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la gratitude, ce n'est pas le simple fait de dire merci, c'est vraiment comment on va faire fructifier, comment on va cultiver cette émotion à l'intérieur de soi. Et donc, il existe un certain nombre de pratiques qui peuvent être proposées, dont le journal de gratitude, qui est le plus utilisé au niveau des recherches, mais dans les familles, il y a différentes pratiques qui ont été expérimentées. Par exemple, ça peut être au moment du repas, on peut proposer un tour de table où chacun va raconter un événement de la journée pour lequel il a éprouvé de la gratitude, ou ça peut être au moment du coucher, et notamment chez les jeunes enfants. Au début, quand ils n'ont pas l'habitude de ce type de pratique, ils ne vont pas avoir d'idées. Et donc, on propose aux parents de dire eux-mêmes, par exemple, moi j'ai envie de dire merci à Robin parce qu'il a vraiment été gentil avec toi aujourd'hui, ou il t'a prêté le jouet que tu aimais beaucoup. Donc, on va le dire à la place de l'enfant pour petit à petit l'aider à prendre conscience des efforts des autres, des intentions positives, de ce qui se passe de positif dans une journée. Une autre pratique qui est faite dans les familles, ce qu'on appelle la boîte à merci, on propose aux enfants, ou à tous les membres de la famille d'ailleurs, quand ils le souhaitent, d'écrire un petit mot et puis de le mettre dans une boîte. Et puis à la fin de la semaine, on prend un moment en famille, on ouvre cette boîte et on lit tous les petits mots qui ont été mis. Et donc ça contribue à générer une dynamique familiale constructive et à créer un sentiment de confiance, d'appartenance et de bien-être dans la famille. Une autre pratique qui peut être proposée, puis après il y aura d'autres pratiques qui seront dans le livre si vous souhaitez le regarder, c'est d'où vient cet objet.
Donc, on propose aux personnes de prendre n'importe quel objet, un crayon, une montre, etc. et de penser à toute la chaîne humaine qui est impliquée dans le fait qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'écrire avec ce crayon. Et donc, ça aussi, ça permet d'élargir ce champ attentionnel orienté vers la chance qu'on a, vers les intentions positives et les efforts des uns et des autres. À l'école, il y a aussi eu plusieurs expérimentations qui ont été faites pour essayer de développer davantage la capacité à repérer les efforts et les intentions des autres, notamment à travers des petites histoires. Donc, il y a des vignettes, des petites bandes dessinées, on va dire, et on demande aux enfants, tiens, quand Jérôme a aidé Julien, pourquoi il l'a fait? Est-ce que c'était difficile de le faire? Comment il se sent, Jérôme, quand il se fait aider, etc. Donc, pour cultiver finalement cette empathie qui est une des conditions qui favorise l'émotion de gratitude. Et donc, dans cette recherche, il montre qu'effectivement, ce type d'exercice va augmenter la tendance à éprouver de la gratitude. Nous, ce qu'on a expérimenté aussi, c'est le cercle de gratitude, c'est-à-dire en fin de journée, notamment chez les tout jeunes enfants, à partir de 4-5 ans, faire un tour de cercle où chaque enfant va exprimer ce qu'il a bien aimé dans la journée, une chose positive qui lui est arrivée, et s'il a envie de dire merci à quelqu'un pour cette chose qui lui est arrivée. Et donc, souvent, c'est un moment très touchant, très émouvant, parce que les enfants remercient beaucoup la maîtresse. Et donc, nous, on a des maîtresses qui ont été très, très émues parce que c'est la première fois, en fait, que des personnes disent merci en milieu scolaire, puisqu'en général, les enfants n'y pensent pas, puisque la maîtresse, elle fait des activités, c'est normal, c'est son métier. Mais là, puisque les enfants disent « j'ai beaucoup aimé cette activité », j'ai beaucoup aimé parce que maîtresse m'a aidé. Du coup, ils ont ensuite eu envie de dire merci à cette personne. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de merci pour les camarades, ce qui encourage aussi davantage les comportements prosociaux, les comportements altruistes dans la classe, puisqu'il y a un effet renforçateur des remerciements. Un autre programme qu'on a développé en France, qui s'appelle le programme Je suis bien à l'école et qui comprend des pratiques de pleine conscience et aussi des pratiques de gratitude. Donc, vous pouvez trouver ce programme sur Internet. Dans ce programme, il y a une pratique qui s'appelle le bouquet de gratitude, où en fait, on propose aux enfants d'écrire sur des pétales des remerciements, de la gratitude par rapport à d'autres élèves dans la classe. Et donc, on fait un grand bouquet. Et de temps en temps, par exemple, une fois par mois, on prend ce bouquet et puis on lit tout ce qu'il y a sur les pétales pour, encore une fois, générer une dynamique, un climat de classe qui est favorable, un climat de confiance et de soutien. Il y a d'autres pratiques qui ont été expérimentées au niveau des recherches, notamment la lettre de gratitude que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais vous pourrez voir dans les recherches ou dans les ouvrages. Donc, où il s'agit de repenser à une personne qui a été importante pour vous et que vous n'avez jamais eu l'occasion ou jamais eu l'idée de remercier. Par exemple, les grands-parents, les parents, les enseignants. Il y a souvent des adultes comme ça qui ont été importants dans notre parcours de vie. Et comme c'était leur fonction, être parent, c'est normal que les parents s'occupent bien de nous. Être enseignant, c'est normal que l'enseignant il fait des bons cours. Mais donc du coup, on leur dit pas merci. Et là, l'idée, c'est de repenser à ces personnes qui ont été importantes pour vous et de leur envoyer une lettre qui décrit en quoi ça a été important et pourquoi vous avez envie de dire merci. Et parmi les pratiques, on peut aussi rendre visite à la personne, écrire cette lettre et puis venir la porter en main propre et la lire. Donc ça, c'est des pratiques qui ont été, qui ont été réalisées aux États-Unis. Selon les cultures, c'est plus ou moins facile. En France, c'est beaucoup plus compliqué de venir faire une visite de gratitude. Donc, en général, les participants des programmes de psychologie positive vont plutôt avoir tendance à envoyer la lettre ou bien à la lire par téléphone, mais en plus de mal à faire la visite de gratitude. Donc, ça dépend un peu des cultures. Et puis, une dernière pratique qui peut être proposée, c'est en fait souvent quand on se retrouve entre amis autour d'une tasse de thé, de café, on a plutôt tendance à se raconter toutes les misères qui arrivent, à se plaindre, à critiquer et on n'ose pas trop
parler de gratitude, parler des choses positives. Et donc là, la proposition, c'est d'avoir des partenaires de gratitude, partenaires de reconnaissance. On peut rencontrer une fois par semaine ou une fois par mois. Et là, on a cet espace où chacun va pouvoir partager des choses positives qui se sont passées et pour lesquelles ils ont éprouvé cette émotion de gratitude. Alors, je vous remercie de votre attention. Et donc, je suis disponible si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à la présentation. Bonjour tout le monde, on va prendre les questions. Merci, c'était vraiment intéressant. J'essaie juste d'apparaître. Alors, écoutez, vous allez, je ne sais pas s'il y en a qui ont été sur notre site, mais on va vraiment dans le même sens que vous, où on propose, on fait une vague de gratitude, un mouvement de gratitude à travers le Québec et on invite les milieux à faire des murs de gratitude. Et puis, on a des réponses assez intéressantes. Ça fait toujours plaisir aux gens de se dire on va faire quelque chose qui est positif. Et on a des cartes merci qu'on a fait imprimer 200 000 exemplaires. Alors, c'est possible de s'en procurer chez nous. C'est même possible d'en photocopier sur notre site Internet et puis de pouvoir les donner. Mais j'avais c'est ça, je voulais vous dire qu'il y a une personne de France qui était en lien avec vous, qui est ici, qui est avec nous en ce moment et qui était en lien avec vous à travers nous au Québec. Alors, on a des belles surprises comme ça, des fois. Et il y a beaucoup de personnes qui disent merci, c'est très apprécié, très intéressant, ça m'a donné des frissons. Alors, j'ai une question parce que comme je suis du communautaire, j'entends souvent est-ce que le fait d'avoir de la gratitude enlève notre capacité d'agir, de transformer les choses et d'agir socialement pour améliorer notre société? C'est une excellente question. Et d'ailleurs, c'est une des premières que je me suis posée quand je suis devenue chercheur dans ce champ. Et donc, il y a eu très peu d'études là-dessus, mais il y en a qui commencent à arriver. Et donc, moi, j'ai expérimenté à mon petit niveau dans l'université un jour où il y avait la grève. Donc, en France, il y a beaucoup de grèves, hein, vous devez le savoir. Et donc, il y avait une grève à l'université et de la part des étudiants. Et mon objectif était de voir si les personnes qui avaient un degré élevé d'orientation reconnaissante étaient plutôt des personnes qui allaient s'engager pour défendre des valeurs, pour défendre des droits, ou si au contraire, comme on pourrait le croire si on ne connaît pas bien la gratitude, on pourrait se dire, du coup, elle va se contenter de ce qu'elle a et donc elle ne va pas chercher à modifier et à défendre des droits qui sont importants. Et donc, j'ai interrogé, j'ai fait passer des questionnaires aux étudiants anonymes en leur posant des questions autour de l'orientation reconnaissante et sur leur engagement dans cette grève. Et ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui avaient un niveau plus élevé d'orientation reconnaissante étaient aussi des personnes qui s'étaient davantage engagées dans ce mouvement. Donc ça, c'était une première piste de réponse. Et ce qu'on constate aussi, c'est que en fait, la gratitude va augmenter la vitalité et donc la possibilité d'agir. Donc la gratitude, c'est à la fois cette capacité de repérer les choses satisfaisantes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus le reste. Bien sûr, on continue à voir aussi ce qui ne va pas, mais on ne voit pas que ça. Et donc la partie, on va dire le verre à moitié plein, que l'on arrive à percevoir davantage avec la gratitude, va nous donner le courage, l'espoir, l'énergie pour agir sur l'autre partie. Donc, c'est plutôt un outil, on va dire, qui va vraiment aider le pouvoir d'agir plutôt que l'inverse. On a une question là. Merci pour votre réponse. Je trouve qu'elle est très, très éclairante. Il y a une question, c'est est-ce qu'il y a des études pour les personnes souffrant de maladies mentales versus la facilité à la gratitude? Alors, ça dépend ce qu'on appelle maladie mentale. En fait, il y a eu surtout des études sur la gratitude pour les personnes en situation de dépression et les personnes suicidaires ou à risque de tentative de suicide. Et donc, les études montrent que
ces pratiques-là sont encore plus efficaces pour ce public spécifique. Donc, les personnes en dépression sévère ou les personnes qui ont fait une tentative de suicide. Donc, en prévention des rechutes, il y a eu des programmes centrés sur plein d'interventions de psychologie positive différentes. Et la gratitude, c'est la pratique qui fonctionne le mieux. Et donc, il y a une expérimentation qui a été faite, qui est encore en cours aujourd'hui à Montpellier, en France, dans un service pour les personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Et donc, on a reçu des témoignages de ces patients qui ont complété le journal de gratitude. Et effectivement, on voit à quel point, dès le premier jour, par exemple, une des personnes disait j'ai commencé à remplir ce journal. Au début, je ne savais pas trop quoi écrire et j'ai repensé à la journée. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, j'étais allée me promener dans le parc. Il y a une personne qui était venue s'asseoir à côté de moi sur le banc. Et je me suis sentie proche d'elle, je me suis sentie connectée, je me suis sentie moins seule. Et ça m'a donné envie par la suite de recontacter des amis. Et donc, en fait, elle avait écrit ça dans son journal. Elle avait écrit, j'éprouve de la gratitude envers cette personne qui est venue s'asseoir près de moi. Et ensuite, elle décrit comment ça a eu des effets sur le lendemain, où elle a eu envie de recontacter des amis. Elle s'est sentie moins solitaire, elle a envie de se reconnecter à la vie finalement.